Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20 sur France 3. Une heure d'information dont voici tout de suite le sommaire. Fusillade mortelle devant une école primaire d'un quartier sensible de Grenoble. 2 morts et un blessé grave, tous connus de la justice. Les enquêteurs s'orientent vers un règlement de compte, le premier de l'année dans cette ville. Également développée à 19h30 dans l'édition nationale, l'opération Reconquête des soutiens de François Hollande. Ce soir à Paris, ils ont lancé la contre-offensive pour remobiliser la gauche en faveur du chef de l'État. 20 ministres, des élus de terrain, des militants, un air de pré-campagne présidentielle, mais avec toutefois 3 absents, Manuel Valls, Emmanuel Macron et Ségolène Royal. Dans la partie régionale du 19-20, 2 ministres pour promouvoir le service civique. Najat Vallaud-Belkacem à l'éducation et Patrick Kanner à la jeunesse étaient aujourd'hui à Orléans. Visite d'une école et table ronde pour susciter l'engagement. Près de 1300 volontaires dans la région l'an dernier. Une nouvelle agression à la prison de Tours. Ce week-end, une surveillante a été blessée par un détenu mineur armé d'un couteau. Violence accrue, manque de moyens et de personnel. Nous en parlerons avec notre invité responsable local de l'Union fédérale autonome pénitentiaire. Et puis des aides pour promouvoir la biodiversité. Dans le pays gâtinais, le Conseil régional subventionne des initiatives telles que l'agroforesterie, un mode d'exploitation agricole encore confidentiel qui associe arbres, culture et pâturage. Près de 130 000 volontaires depuis sa création, le service civique était au cœur d'une visite ministérielle. Najat Vallaud-Belkacem à l'éducation, accompagnée de son homologue à la jeunesse et au sport, était à Orléans. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite promouvoir ce dispositif qui peine encore à convaincre. Reportage de Corinne Bienrosa et Aurélie Darblade. Malgré les apparences, ces élèves de CM1 de l'école Olympia Cormier d'Orléans ne sont pas l'objet principal de cette visite ministérielle. La vedette, c'est cette jeune fille de 20 ans en contrat de service civique depuis 4 mois. Je ne me serais pas engagée s'il n'y aurait pas eu dans l'éducation, dans les enfants, parce que c'est vraiment mon domaine. Et je voulais justement donner de mon temps à ces enfants, en fait, à ces enfants qui ont besoin d'aide justement dans une école, pour aider les enseignants. Le service civique, un dispositif qui permet aux moins de 25 ans d'exécuter une mission d'intérêt général de 6 mois à 1 an pour 573 € mensuels, financés majoritairement par l'État. Lancé en 2010, le dispositif peine à convaincre. Seulement 1272 jeunes pour toute la région Centre-Val de Loire l'an dernier. Mais François Chérec n'a pas le même avis. J'ai pu accueillir en 2015 53 000 jeunes, mais j'ai eu plus de 200 000 demandes de jeunes. Et je constate qu'au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de jeunes accueillis, on a plus de demandes. Donc on est toujours au même écart d'1 pour 4, ce qui veut dire que, et en particulier depuis les attentats tristes de novembre, on a de plus en plus de demandes. Donc je ne sais pas où est le bout. Au début de l'année, François Hollande s'est engagé à ce que la moitié d'une classe d'âge, soit 350 000 jeunes, bénéficie de ce dispositif d'ici à 2 ans. Pour ses détracteurs, le service civique ressemble fort à de l'emploi fictif. Le service civique, ça n'est pas un travail, ça n'est pas un job, c'est un engagement. Donc d'abord c'est d'une durée limitée, généralement dans l'éducation nationale, un jeune sera en service civique pendant 7 ou 8 mois. Ensuite, c'est des horaires limités aussi, c'est généralement 24 heures par semaine. Et puis surtout, c'est un engagement, donc c'est quelque chose qui est là pour apporter une plus-value, mais pas pour remplir une mission qui aurait été d'ordinaire réservée à un salarié. Pour promouvoir le dispositif, une convention a été signée en présence de 400 jeunes. Le budget passerait de 300 millions d'euros à 1 milliard en 2018. Autre manière de s'engager au service des autres, devenir pompier volontaire. Aujourd'hui était donné le coup d'envoi de la semaine du volontariat et de la prévention avec de nombreuses actions organisées dans la région, comme cet atelier d'initiation au premier secours à la préfecture du Cher. Objectif attirer de nouvelles recrues et sensibiliser les entreprises à faciliter ce type d'engagement. On écoute à ce propos le directeur du service départemental d'incendie et de secours. La vraie problématique, c'est la journée en semaine. Les sapeurs-pompiers volontaires travaillent. Et donc, de 7h le matin à 19h le soir, ils vont à leur emploi. Et donc, en journée, on a un certain nombre de casernes, de territoires qui se vident. Et il nous faut, nous, pour partir en intervention, un minimum de sapeurs-pompiers, chaque moment, chaque minute du jour, pour pouvoir assumer nos missions de secours aux personnes, d'incendie et autres accidents qui peuvent arriver sur le territoire.
Attention, si vous prévoyez de prendre le train dès ce soir et surtout demain, le trafic sera perturbé sur l'ensemble du réseau. Comptez un TGV sur 2, un Intercité sur 3 et moins d'un tiers des TER en circulation. Plus d'informations sur le site internet ou le numéro de téléphone de la SNCF. Des difficultés liées à un mouvement de grève, la 4e depuis début mars. Et cette fois, tous les syndicats appellent à cesser le travail. Ils dénoncent le projet de réorganisation et d'aménagement du temps de travail. À précision de Xavier Nézet et Alain Eudes. L'accord a été signé au niveau européen et l'évolution semble inéluctable. À partir de 2020, les lignes TGV devront s'ouvrir à la concurrence. Pour les TER et Intercités, l'échéance est fixée à 2023. En conséquence, la SNCF veut dès maintenant renégocier ses méthodes de travail pour se rapprocher des coûts du privé. Au sein de la branche qui rassemble l'entreprise publique et ses concurrents, 2 négociations d'une nouvelle convention collective ont déjà eu lieu. La 3e démarre ce mardi. Le principal sujet de conflit, c'est le temps de travail des agents que la SNCF veut tout simplement augmenter. Ce qui est en danger, c'est donc nos conditions de travail, le nombre de repos, les dimanches travaillés en plus. Il faut savoir qu'un grand nombre de cheminots travaillent déjà en 3-8, travaillent les jours fériés, travaillent les samedis et dimanches. Là, on veut encore augmenter la cadence pour faire des économies sur le dos des cheminots. Dans le détail, les cheminots craignent la perte de nombreux acquis gagnés au fil du temps qui compensent la pénibilité du travail de nuit et de week-end. On a 114, ça dépend des régimes, mais on a 114 repos, eux ils voudraient descendre à 104. Nous on veut garder 2 jours consécutifs de repos dans la semaine, enfin après notre période de travail. On veut garder au moins nos 22 dimanches, nos 22 samedis dimanches dans l'année, pour être en famille. Les accords passés qui garantissent les périodes de repos des conducteurs sont pour les cheminots le prix de la sécurité. Mais les employeurs, eux, pensent aussi rentabilité. Selon une étude menée par le syndicat professionnel des transporteurs, pour un service équivalent, le privé emploie 15% de salariés en moins que le public pour le transport des voyageurs et 30% en moins pour le fret. Une nouvelle agression à la prison de Tours. Samedi, une surveillante a été blessée par un détenu, un mineur âgé de 17 ans, qui l'a attaqué à l'arme blanche. De quoi s'interroger sur les conditions de travail du personnel et le niveau de sécurité. Avec nous sur ce plateau, Aymeric Regnault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes moniteur de sport et responsable local de l'Union fédérale autonome pénitentiaire. D'abord, un mot, une réaction sur cette nouvelle agression, la 10e depuis le début de l'année, et qui plus est par un détenu jeune, 17 ans. Voilà, tout à fait. C'est la 10e agression à la maison d'arrêt de Tours en fait, depuis le 1er janvier. Et là, c'est un constat en fait, local, mais aussi national, puisqu'on a les mêmes symptômes en fait, au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. En fait, on a eu des agressions extrêmement lourdes. Donc voilà, il y a une recrudescence de la violence en fait, dans le milieu carcéral. C'est lié à quoi ? Alors il y a 2 axes. Le premier, c'est que du coup, on est en manque d'effectifs. Il n'y a pas une seule réunion en fait syndicale où on dénonce en fait ce symptôme. Et puis, la maison d'arrêt de Tours fait partie encore en fait du podium des établissements les plus surpeuplés. 90 placements, en fait 90 cellules pour 210 détenus. Donc c'est pas acceptable. Aujourd'hui, la situation, c'est quoi ? C'est un surveillant pour combien de détenus ? En fait, la maison d'arrêt de Tours a les mêmes symptômes qu'on nous avait en fait, à l'ancienne maison d'arrêt d'Orléans, qui a fermé maintenant depuis 2 ans. C'est-à-dire que le surveillant fait du management social, c'est-à-dire qu'il a 100 cellules donc, à gérer. Et il a cette petite spécificité aussi, c'est qu'ils ont un quartier mineur que nous on n'a pas au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Donc en fait, ils doivent gérer les mineurs qui sont à Châteauroux, qui sont en fait d'Orléans et qui sont de Tours. Voilà, il y a une seule personne à l'heure actuelle qui gère les mineurs en fait sur Tours. C'est une problématique différente, les mineurs, les majeurs ? Oui, c'est une problématique assez. Ils sont très difficiles à gérer. Et voilà, il faudrait au moins 4-5 collègues en fait, pour gérer une vingtaine de mineurs en fait, commis en tout cas. Actuellement, ce manque d'effectifs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a plus les moyens pour faire des fouilles, on n'est plus en binôme. Comment ça se traduit ? Alors, on n'est plus en binôme, en fait, donc du coup, pour rappeler en fait, les différences entre maison d'arrêt et sans détention. Maison d'arrêt, en fait, si vous faites une petite bêtise marine demain, vous vous retrouvez en maison d'arrêt, en fait, vous attendez votre jugement, et une fois que vous êtes jugé, si c'est une petite peine, vous restez en maison d'arrêt. Si c'est une peine, en fait,
assez lourdes ou intermédiaires, vous allez en sans détention centrale. Sans détention centrale, en fait, il y a un numerus clausus, vous êtes tout seul en fait, dans votre cellule. Maison d'arrêt, ce n'est pas le cas. Dans une maison d'arrêt, en fait, vous pouvez avoir 2, voire 3, voire 4 détenus en fait, dans le même périmètre. Et ça veut dire des publics aussi très différents finalement, réunis dans un même endroit? Exactement, voilà, des pathologies différentes. Et donc voilà, en fait, on a forcément... Il y a un très bon film, en fait, c'est Le Prophète. Je conseille, hein, c'est vraiment un film, c'est limite un documentaire qui décrit vraiment très très bien le carcéral. Il aurait pu être fait par l'administration pénitentiaire. Merci beaucoup, Aymeric Regnault, d'avoir été en direct avec nous pour aborder cette nouvelle agression à la prison de Tours. Et sachez que l'édition Touraine Val-de-Loire reviendra sur ce fait divers. Ce sera juste après ce journal. À Chartres, la situation s'apaise autour de la fête foraine. Depuis plusieurs jours, un bras de fer oppose la mairie et certains forains autour de la question de la sécurité des manèges ayant été installés en dehors du périmètre défini. Ce week-end, la situation semblait bloquée, mais une conciliation est en cours. On fait le point avec Delphine Cros et Didier Lepape. Le bus passe sans problème, les manèges à côté sont même fermés. La réunion prévue à Chartres Expo n'a finalement pas été perturbée. Les forains jouent la carte de l'apaisement, même s'ils ne comprennent pas la décision de la municipalité. Je voudrais savoir pourquoi on prend mes collègues habitués à la foire de Chartres, pour certains depuis 40 ou 45 ans, que l'on les prend en otage. Il y a un problème avec moi et 2 autres de mes collègues, et on empêche la foire complète d'exploiter. La ville refuse d'autoriser cette fête foraine tant que ces 4 manèges placés hors du périmètre seront là. La raison évoquée, leur présence compromet la sécurité du site. Selon les forains, ce n'est pas le cas. Les normes de sécurité sont respectées, il faut 4 mètres de passage. Pour les véhicules de secours, il y a 6-7 mètres minimum. Il y a plus que nécessaire. On peut même re-rentrer un peu les stands le temps qu'ils ne sont pas ouverts pour faciliter le passage et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne veulent pas nous donner l'autorisation d'ouvrir. La municipalité a fait constater les faits par un huissier. Elle a également déposé un dossier devant le juge pour lancer une procédure d'expulsion. Là, ils ne sont plus que 4. Mais vendredi, lorsque la ville a interdit l'ouverture de la manifestation, on avait 10 forains hors périmètre. On n'entrait plus à Chartres Expo. Les camions de pompiers ne passaient pas pour la sécurité. Donc à partir de là, on est parti, on a dit on n'autorise pas. Et à partir de maintenant, il ne suffit pas d'enlever 2 ou 3 véhicules. Il faut que tous les véhicules hors périmètre s'en aillent. Une réunion est prévue ce mardi en préfecture. Un des forains a décidé de prendre les devants. Il a démonté son manège. Gros plan maintenant sur les contrats de solidarité territoriale mis en place par la région en 2011. Ils viennent d'être renouvelés. Ce sont des aides financières en faveur de l'économie, de l'habitat, mais aussi de la biodiversité. Illustration dans le Montargois, dans une ferme qui a bénéficié de ce type de soutien. Elle pratique l'agroforesterie. Vincent Logereau, Julien Bernier. La ferme de Jean-Baptiste Drouin, ce sont des chèvres pour le fromage et pour la viande, des porcs, des vaches angus qui pâturent toute l'année, et puis 180 hectares de prairies déjà en partie plantées d'arbres fruitiers. Objectif, donner de l'ombre aux bêtes en été, mais pas seulement. L'agroforesterie, c'est bien plus que cela, déjà présente en Espagne sur les cultures. Elle a toute son utilité chez nous. L'arbre est là pour améliorer le sol d'un point de vue toute problématique, que ce soit cycle du carbone, cycle de l'azote, filtration de l'eau et matière organique dans le sol. Elle est là pour tout. L'arbre est là pour tous ces enjeux. Cette filière encore balbutiante va bénéficier dès cette année du soutien de la région Centre-Val de Loire dans le cadre d'un plan d'aide pluriannuel. 5% des 7 millions d'euros pour le pays gâtinais seront utilisés pour la biodiversité. Quand on est dans la crise des marchés avec des prix qui tirent de plus en plus vers le bas, eh bien, il est normal que la région s'intéresse à d'autres moyens de produire et effectivement le soutienne parce que notre objectif est bien de pouvoir préserver à la fois la santé, l'environnement et l'emploi. Et donc on a un mode de production à la fois riche en emploi, riche en production et qui est indépendant et qui est donc durable. Planter des arbres sera également très utile pour demain. On voit que s'il n'y a pas d'arbres dans les pays chauds, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas de verdure, donc c'est le désert. Donc c'est vraiment l'essence même de la vie. Quand on voit dans 30-40 ans le réchauffement ici, on va être limite Portugal, il va peut-être falloir qu'on commence à planter, sérieusement. Jean-Baptiste Drouin est pour le moment le seul producteur du Gâtinais à pratiquer l'agroforesterie.
C'est une restauration validée par un comité scientifique et dont les travaux préparatoires ont débuté dans les années 2000. Les cuisines du château de Chambord ont fait peau neuve. Le public pourra les découvrir à partir de jeudi telles qu'elles étaient au XVIIIe siècle. En attendant, les menuisiers s'attellent aux derniers détails. Reportage d'Alain-Georges Monnet et de Benjamin Savard. C'est dans les années 2000 que le programme de restauration des cuisines a été décidé. Un comité scientifique constitué, un cahier des charges validé, un partenariat avec le Mobilier National et le musée Art Déco de Bordeaux, et la lèche frite va devenir figure incontournable de la prochaine visite du château de Chambord. Tout le monde connaît la lèche frite dans son four, mais ça évidemment c'est un modèle, c'est l'ancêtre de la lèche frite de nos fours contemporains. C'est une lèche frite du XVIIIe siècle qui servait en fait à récupérer la sauce et le jus qui tombait des rôtis, des pièces qu'on faisait rôtir dans les cheminées. Casseroles et moules en cuivre nous content l'histoire de ces cuisines et des habitudes culinaires du XVIIIe siècle. Quant aux recherches archéologiques effectuées sur le site de Chambord, elles ont aussi leur place dans cette installation. Il y a tout le reste qui sont des pièces venant des latrines du château, parce que les latrines à l'époque avaient aussi un usage de poubelle. Quand on avait quelque chose de cassé, on le jetait dans les latrines. Et les archéologues, qui sont des fouilleurs de latrines aussi, ont permis de mettre à jour ces assiettes, sont des assiettes extrêmement simples de service, des assiettes de domesticité avec lesquelles on déjeunait ou on dînait dans les cuisines. Ce sont des assiettes du XVIIIe siècle, mais les modèles ne changent extrêmement peu. C'est-à-dire qu'on a un modèle du XVIIe au XVIIIe, on retrouve exactement le même. Et aux découvertes locales, auprès des institutions, il faut ajouter aussi l'ingéniosité des équipes techniques de Chambord, qui ont, comme ici, transformé une coupe d'un platane du parc en bio à viande, façon XVIIIe siècle. Et puis un rendez-vous à noter sur notre antenne tout à l'heure après Soir 3. Un documentaire reviendra sur le destin de Jacqueline Auriol, première femme pilote d'essai, première aussi à avoir franchi le mur du son, une vie hors norme. On regarde tout de suite un extrait. Madame Jacqueline Paul Auriol, belle-fille du président de la République, fait au meeting aérien d'Auxerre ses débuts de pilote d'acrobatie. La jeune aviatrice va affronter le jugement de 30 000 spectateurs. Et devant la présidente de la République, Madame Paul Auriol exécute brillamment les plus dangereuses figures du jeu aérien. Un jour, peut-être, le nom d'Auriol acquérera une seconde célébrité dans le domaine de l'aviation. Ce 4 juillet 1949, à 31 ans, je suis devenue quelqu'un. Non plus parce que j'étais la belle-fille du président de la République, mais parce que j'avais travaillé très dur. Ce jour-là, j'ai vraiment connu le bonheur. J'étais passablement fière de moi. Tout de même, j'en avais fait du chemin en un an. J'aurais fait n'importe quoi, ou presque, pour voler sur un nouvel avion. C'est la fin de la partie régionale du 19-20, mais restez avec nous. L'information de proximité continue. À suivre vos éditions locales en Touraine et dans le Berry, partout ailleurs. On se retrouve juste après la météo pour 7 au centre. A tout de suite. La météo avec Norten. Norten, aménagement, décoration, jardinage.